tous. Aujourd'hui, c'est une calligraphie assistée par l'ordinateur. Donc, est-ce que ça marche et comment ça marche? Quelques principes. Bon, on peut dire que les codes Morse, c'est la plus ancienne méthode de communication par la radio. Ça commençait par ça, et au début, c'était avec les étincelles. Ensuite, ça s'est amélioré un peu. Ensuite, les codes étaient normalisés pour un usage universel. Donc, il fallait se mettre d'accord, en fait, que chacun parle le même langage, quel caractère est comment codé. Donc, il y avait un set de caractères. Évidemment, il y a des caractères nationaux également qui existent. Donc, les gens en différents pays, s'ils se retrouvent avec caractères nationaux, donc umlaut en allemand, certainement, c'est pas la même chose que accent aigu en français. Mais globalement, dans les Morse, la plupart des gens, quand même, communiquent en anglais. Et en tout cas, on n'utilise pas vraiment de lettres accentuées. Quelques caractères de ponctuation, mais ça reste simple. Donc, malgré que les modes numériques, ils ont fait apparition dans les années, probablement, c'était paquet radio, c'était peut-être les années 70. On connaît, la plupart de nous connaît PSK, et depuis une dizaine d'années, Joe Tyler, qui a commencé à développer des JT 65, JT 9, ensuite FT8, FT4, qui a vraiment pris le monde radioamateur assez... Enfin, ça est devenu un mode quasiment dominant sur les ondes aujourd'hui. Et des fois, on écoute des bandes et en fait, on se dit, pas de propagande. On n'entend personne parler, on n'entend pas de télégraphie. Par contre, si on se met sur la fréquence FT8, il y a plein de signaux. Donc, c'était bonne chose pendant que la propagation était mauvaise. Parce que si quelqu'un voulait faire de DX, il y a quelques années, il n'y avait pas de bonnes antennes. C'était en fait le seul mode qui permettait de franchir l'océan. Sinon, l'Europe, évidemment, sans problème. Donc, malgré que ces modes-là, ils sont apparus, donc certains ils disaient c'est la fin de la radio, c'est les gens, c'est l'ordi qui va dialoguer avec l'ordi, etc. Mais la télégraphie n'est plus obligatoire depuis début des années, je crois, 2000 ou fin des années 90, où c'était abandonné pour l'examen pour la licence radio, progressivement dans la plupart des pays. Je crois qu'il reste encore un ou deux pays en Europe qui exigent. Mais malgré tout, en fait, même les nouveaux radioamateurs qui ont passé la licence sur Morse sont quand même intrigués par ce mode-là. Il y en a beaucoup qui apprennent par curiosité, pour pouvoir s'en servir, que par insister. Avant, c'était soit on avait licence entre guillemets novice ou uniquement pour Pocket, VHF, UHF. Si on voulait HF, il fallait passer Morse. Donc, apprentissage, bon, n'est pas facile. Moi, j'en ai fait des expériences. Et on peut dire que bon, ça nécessite quand même beaucoup de temps, beaucoup de l'exercice et de la motivation. Donc, si on n'a pas les trois, ça va être très compliqué. Donc, avantage par rapport à la phonie. Donc, c'est un meilleur rapport signal-bruit. Pour comprendre la phonie, quand même, il faut que ce soit relativement bien articulé et sorti des bruits. Morse, il passe, puisque c'est assez monotone et on entend juste le bip bip bip, ça passe même quand la phonie ne devient pas compréhensible. Et l'avantage de Morse, c'est que toute la puissance, elle est concentrée sur une petite bande passante. Donc, avec le même nombre de watts, en fait, on envoie un signal qui est plus fort que si on était en phonie. Donc, bande passante qui est réduite, c'est de l'ordre de quelques dizaines de hertz. Et donc, à la puissance légale, on a plus de protéines, puisque la puissance est concentrée sur la bande passante, qui est plus fine. Donc, souvent, QRP, avec 5 watts, on peut, si la propagation est bonne, on peut faire le tour de la Terre. En Morse, c'est qu'en phonie, c'est compliqué. On peut le faire. Je fais de QSO de la Réunion en QRP avec Métropole, mais c'est des conditions particulières avec la station qui était bien équipée, etc. Donc, c'est possible, mais il faut avoir de la patience également. Donc, décodage, inconvénient, c'est décodage mental. Donc, normalement, c'est la matière grise entre les oreilles.
qui décode, et les oreilles qui servent à capter le son. Donc, c'est ça où l'exercice est important. Donc, il y a des radiomoteurs qui, par exemple, qui s'exercent tous les jours à envoyer, il ouvre un bouquin, il envoie une page de bouquin en morse tous les jours, pour ne pas perdre la main, en tout cas en émission. Il écoute également aussi. Il y a beaucoup de logiciels qui servent aussi à l'entraînement. Donc, Patrick, peut-être on va en discuter le mois prochain. Donc, quand c'est long, ça va peut-être plus facile. Quand c'est rapide, évidemment, on arrive à se perdre assez rapidement. On commence par la lettre. Donc, on devine les mots plutôt et on n'est pas capable de décoder complètement. Donc, on commence d'habitude par la vitesse plus lente et puis on augmente progressivement. Et on arrive à décoder et envoyer plus vite. Décodage et encodage. Donc, normalement, traditionnellement, la lecture se fait à l'oreille. Et on le produit avec des clés, ça peut être une pioche, ça peut être une padelle avec Bon, il y a un bug où il produit, je crois, des points automatiquement, mais les traits, c'est à la main ou inverse, je ne sais plus. Et donc, nos palettes, c'est en fait ces padelles, donc avec des contacts. Donc, la qualité du code, ça dépend évidemment de l'aptitude. C'est beaucoup plus vrai pour la pioche, parce qu'avec la pioche, il faut avoir le rythme. Parce que c'est soi-même, nous-mêmes, on va former des caractères avec des traits et des points, ou avec di et da. Et si on fait un point qui est trop long, ça devient trait, et l'autre partie a du mal à comprendre. Et l'autre chose, c'est espacement entre les sons et entre les mots. Entre la lettre et entre les mots. Si c'est pas bien espacé, ça peut signifier deux lettres différentes et pas une seule. Donc, il faut gérer le rythme et le ton. Par contre, on reconnaît souvent des radioamateurs qui travaillent avec pioche parce qu'ils ont leur façon de faire. Donc, des fois, c'est une marque de fabrique de Noëm, et on sait que c'est celui-là. Je les connais. Même son décodeur indicatif. Donc, avec les palettes, c'est beaucoup plus simple, puisque les palettes utilisent donc un cahier, je sais pas, manipulateur électronique dans la radio. Donc, un côté, ça envoie des traits, de l'autre côté, ça envoie des points. Mais on règle la vitesse. Donc, la vitesse, ça se règle dans la radio ou dans un boîtier externe, comme ça, avec un vernier, soit très vite, soit lentement, etc. Mais l'espacement, il est réglé automatiquement. Donc, on sait, c'est beaucoup plus simple à comprendre, puisque c'est un peu industriel, on peut dire. Donc, l'arrivée de l'informatique, évidemment, changeait beaucoup de choses, par exemple pour le concours, mais aussi l'intelligence artificielle qui arrive. Là, du coup, peut-être elle va remplacer la matière grise entre les oreilles. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore peut-être au point, mais peut-être que demain, elle serait capable de décoder sans faute, en fait, n'importe quelle mission. Donc, la qualité de mission reste constante si on utilise l'électronique, informatique. Et la qualité de décodage n'égale pas encore les cerveaux, mais ça commence à s'approcher de plus en plus. Donc, il y a des décodages aussi par matériel. Donc, certains postes sont équipés de décodeurs CW. En fait, c'est matériel, mais en réalité, c'est derrière, il y a un logiciel qui l'est fait, qui est intégré dans la radio. Donc, certains postes, par exemple, comme Alecraft, K3, KX3, KX2, ils ont des décodeurs qui intégrés. De dernier ISO, FTDX10, FTDX100 et MP, ils ont des décodeurs intégrés. Ça décode pas mal, à condition que le signal est assez fort et que ce n'est pas enfui dans le bruit ou s'il n'y a pas de pile-up. Parce que quand il y a de pile-up, de toute façon, c'est extrêmement compliqué. Il y a aussi des appareils externes qui sont spécialisés. Donc, par exemple, il y en a un qui est vendu par Wimo qui s'appelle Prepcom MMX0. C'est un encoder-décodeur, donc avec un écran.
Donc je pense que c'est basé sur Arduino. Et ça permet aussi de décoder et envoyer du Morse en connectant un clavier. Et tapote sur le clavier et ça se transforme en Morse et ça parle. Donc la qualité reste variable des décodeurs. D'habitude, effectivement, si c'est assez fort et propre, ça décode bien. C'est là où l'informatique a fait peut-être entrer en premier, c'est tout ce qui est concours. C'est des programmes de log, mais aussi pour télégraphie, on fait des macros. Donc on décode d'habitude à l'oreille l'indicatif de la partie. On voit les notes, souvent par l'informatique, avec un macro. Et en fait, ensuite, on décode à l'oreille à la limite l'échange. Et notre échange, on envoie par informatique avec macro. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite que de voir, parce qu'il faut log en même temps. Donc l'époque où on écoutait à l'oreille et notait sur papier, sur la feuille de papier, enfin, c'est toujours possible. Mais sauf que le concours, c'est le plus de contacts possible dans le temps imparti. Évidemment, ensuite, il y a des multiplicateurs par département, par pays ou par d'autres choses. Mais globalement, il faut faire un maximum de contacts. Il y a des artistes qui arrivent à faire 48 heures, 10 000 contacts. Et ils trafiquent avec deux radios. Il y a un moment où ils envoient sur une radio, ils n'écoutent pas ce qu'ils envoient, ils écoutent en même temps sur la deuxième radio, on fait le tour sur un autre appel. Ils arrivent à faire des QSO en même temps. Disons que les gens un peu plus normaux, bon, globalement, ils peuvent faire 3-4 000 contacts pendant un concours, ce qui est rapide. Et ça trafique en 30 et 40 minutes, donc ça va vite. Donc, après, il y a DX Clusters qui permet évidemment de voir sur Internet les gens qui ont entendu une station. Ça permet d'être reporté sur le PC et en cliquant directement sur l'indicatif entendu, TX se met automatiquement sur la fréquence de la station et on arrive à faire, au lieu de chercher à la main avec VFO la station suivante, on clique et on y est. Donc, par contre, la plupart des concours exigent que dans ces cas-là, on passe en mode assisté. Ça veut dire que c'est une catégorie dans laquelle on concourt. De toute façon, ça nécessite interface entre l'ordinateur et TRX, donc pour régler la fréquence d'un côté et de l'autre côté, pour pouvoir envoyer du Morse ou, si on va voir dans un instant, pour décoder également. Donc ça se fait soit globalement en port série ou interface audio, carte son. Quasiment tous les programmes de log de concours possèdent des fonctionnalités qui permettent d'envoyer du Morse avec des macros. Certains permettent de recevoir, mais d'habitude pas directement. Ils permettent de faire lien vers un autre programme de décodage qui permet de décoder à côté. Donc, ceux qui sont parmi les plus connus programmes de log concours, c'est de NM1MM, Logger+, c'est américain, mais il y a une traduction en français, on peut franciser. Il est gratuit. dxlog.net, c'est le deuxième très répandu, c'est un OM croate qui a écrit, distribué par un américain gratuitement. Il y a Wintest, français, par F5MZN, mais il est payant. Il y en a d'autres. Je citais, disons, 3 assez populaires. Bon, il y a bien sûr le WinRef aussi, mais pour la coupe du ref spécifiquement, je ne sais pas s'il a des macros aussi ou pas. Parce que lui, en fait, il ne communique pas vraiment avec l'ordi. Par exemple, la fréquence, il faut cliquer, changer les bandes sur l'ordinateur et sur la radio. Moi, ça m'est arrivé de faire le concours de WinRef en phonie ou en télégraphie. J'ai oublié de cliquer. Et en fait, les contacts, ils étaient sur mauvaise bande. Mais ce programme-là communique avec la radio. Donc, ça s'interface avec la radio via protocole 4. Globalement, c'est port série avec un protocole particulier d'échange de données. Et ça log exactement la fréquence pile poil où on était au moment d'émission, au moment où on a écouté.
Les programmes qui sont utiles, surtout pour décodage maintenant, cette partie de décodage du Morse, c'est, je ne sais pas s'ils sont les plus répandus, mais assez robustes, c'est CW Skimmer. C'est écrit par un OM canadien, mais en fait, je crois que c'est un russe, mais qui habite au Canada. Il y a MRP40, c'est un allemand qui l'a écrit. Il y a CW Get DXsoft, je crois que c'est une boîte aussi russe ou ukrainienne. Je crois qu'elle est russe. Donc ça, c'est commerciaux. Ils sont payants, mais d'habitude, ça coûte dans les 40-50 € à peu près par programme. Et gratuit, c'est la même société qui a fait CWGet, s'appelle CWType. Donc ça, c'est pour envoyer. Il est gratuit, on peut télécharger. FLDJ, il est gratuit. Il peut décoder et il peut envoyer également. Il y a Morse Expert, c'est un programme qui est assez intéressant parce qu'il s'installe sur un téléphone Android. C'est la même technologie que CW Skimmer. Et donc, il suffit de faire écouter radio à téléphone et il décode pratiquement avec la même qualité que CW Skimmer. Donc, l'avantage, enfin moi, c'est mon préféré, donc je vais peut-être parler davantage de celui-là. Il peut décoder selon la bande passante en fait, de récepteurs qu'on arrive à envoyer. Il peut décoder quasiment une dizaine de signaux en même temps. Évidemment, il ne va pas présenter tout ce qui était décodé parce que bon, physiquement, c'est compliqué de la visionner sur la page, mais il décode toutes les émissions. Il nous présentera uniquement celles qu'on a choisies. Par contre, si on change et on se positionne sur quelqu'un d'autre, il va montrer tout ce qui est décodé jusqu'à présent. Enfin, il a un buffer de peut-être cinquantaine de caractères. Donc même si on n'a pas écouté, si on se positionne là-dessus, on verra ce qu'il a décodé auparavant. Pratiquement, il peut utiliser avec n'importe quelle radio, sauf que si on se base uniquement sur la bande audio qui sort comme dans le casque, c'est à peu près 3 kHz. Si on utilise SDR, ça peut être 24, 48, 96 kHz, donc il peut quasiment décoder toute la bande en même temps. Donc ça permet de décoder les stations beaucoup plus vite et aller directement à celles qu'on souhaite contacter. Donc synchronisation grâce au protocole 4. Il peut décoder les signaux qui sont vraiment faibles. C'est compliqué même à décoder un peu à l'oreille, mais il arrive à les faire. Et il a une aptitude à deviner un peu les caractères. Il marque en blanc ou en bleu foncé ceux qui sont sûrs et en peu clair ceux qui sont probables. Ça marche assez bien. Et bon, il y a, je ne sais pas si vous avez entendu, donc il y a un site Reverse Beacon Network. C'est un peu cluster spécifique pour télégraphie. On utilise par exemple aussi comme Pesca Reporter. On peut envoyer par exemple son indicatif espace test plusieurs fois et voir qui m'a entendu et où et avec quelle force du signal. Ça marche comme Pesca Reporter et régulièrement on peut voir que, pas uniquement en Europe, mais aussi on a entendu par exemple aux États-Unis ou au Brésil, etc. Donc ça permet aussi, tout ce qu'on décode, ça permet d'envoyer vers ce système-là. Donc à quoi ça ressemble? Donc si on a la bande standard 3 kHz, bon, ça c'est étroit. On voit peut-être une grosse dizaine de signaux, mais on peut cliquer sur n'importe quel et on verra donc sur la barre en bas ce qu'il y a décodé. Pendant qu'on court sur un SDR comme le mien par exemple, bon, la bande passante, elle est beaucoup plus large. En gros, ça ressemble plutôt à l'image au milieu. Globalement, dans les 15-20 kHz, on voit des fois trentaine de signaux. Et puis, PyLab, là, c'est une station forcément assez rare, parce qu'on dirait qu'il y a à peu près une quarantaine de stations qui essayent de la contacter. Donc il y a des PyLab. D'habitude, si on voit qu'il y a beaucoup de stations, on va envoyer indicatif et on va envoyer app, donc que j'écoute plus haut. En phonie, souvent on dit 5 à 10 plus haut ou 5 à 20 selon le nombre de stations.
En télégraphie, d'habitude, on ne spécifie pas forcément app 1 parce que tout le monde va être app 1 et je ne vais rien comprendre. Donc, on fait juste app. Et eux, ils vont s'écarter automatiquement pour essayer de passer. Parce que si on se met à la même fréquence que l'autre station forte, c'est incompréhensible. Donc, il faut trouver un petit trou. Il faut se mettre là-dedans et il faut attendre, il faut envoyer. D'habitude, l'opérateur, il va scanner petit à petit, il va monter en haut et en bas. Et dès qu'il va capter quelque chose qui arrive à comprendre, il va envoyer sur la fréquence d'émission. Donc, nous, on doit travailler en split. On envoie sur notre fréquence qu'on a choisie, on écoute sur sa fréquence d'émission. Quand il y a une station rare, des fois, on peut passer 1 heure à tenter et ne pas réussir. Et des fois, on peut réussir au bout du 3e appel. Donc, globalement, comment ça décode? Bon, c'est ce que ma compréhension. Donc, le programme, il va diviser cette bande passante en petites bandes qui va décoder séparément. Bon, je l'ai marqué comme ça avec des lignes. Supposons que, voilà, je l'ai découpé comme ça. D'ailleurs, lui, il affiche qu'il y a 491 décodeurs actifs. Donc, il essaye de décoder potentiellement jusqu'à 491 signaux. Il a découpé la bande en petits morceaux et il scanne chaque. Donc, il analyse chaque bande séparément. Ensuite, donc, il va prendre le signal, il va échantillonner. Donc, il va considérer c'est quoi le niveau minimum et si ça dépasse, ça doit être un signal utile. Il se fige sur les, disons, minimum, maximum. Et en fonction de ça, il va les convertir en numérique, en 0,1. Ensuite, il va convertir avec l'algorithme en traits et points. Et puis, in fine, en langage humain. Donc, on a l'UPC, mais il y a CQ test. Donc, c'est décodé à partir de l'audio dans cette mini-bande qui est décodée. Bon, de challenge, évidemment, il y en a multiples. Donc, QRM, QRN, QSB. Si le signal disparaît, bon, évidemment, le programme n'est pas décodé, il peut louper donc une lettre ou une partie de lettre, et dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de comprendre. Et l'autre point, c'est la variation des vitesses ou d'espacement, donc c'est surtout l'opérateur manuel qui ne sont pas très constants. Aussi, les programmes, ils ont du mal, enfin, il y en a qui se débrouillent, qui s'adaptent, il y en a qui sont assez figés, et dans ce cas-là, ils ne s'adaptent pas. Sur le skimmer, en fait, en permanence, il essaie de déterminer la vitesse d'émission, il s'adapte et donc il va nous indiquer, par exemple, que la personne envoie à 16, à 20, à 25, à 30, à 40 en minutes. Et automatiquement, il va comprendre qu'il faut décoder un peu plus vite pour que ça ait du sens. Donc, aucun programme aujourd'hui n'est pas infaillible. Donc, il n'y a pas de programme qui décode à 100%, sauf si vraiment on est dans la bande qui n'est pas occupée, c'est le signal 59 ou 599 en télégraphie. Parfait. Là, on ne va pas perdre une seule lettre. Mais dès que les conditions sont compliquées, soit il y a beaucoup de bruit sur la bande, soit il y a beaucoup de stations, il y a des moments où en fait, là, il ne peut plus. Mais bon, même à l'oreille aussi, il faut avoir l'oreille bien entraînée pour pouvoir nuancer qu'il y a des signaux qui se différencient des 50 ou 30 Hz, qui sont un peu plus graves ou plus aigus, pour essayer d'écouter que cette tonalité-là. Donc l'émission, globalement, ça nécessite donc connecter, bien sûr, aussi l'ordinateur radio. Donc à l'ancienne, c'était des prises parallèles, Centronics pour l'imprimante, ou les ports RS 232, donc les ports série. Aujourd'hui, c'était remplacé globalement par les ports USB, mais qui émulent le port série. Il y a un schéma, par exemple, qui dit comment on peut connecter sortie de port série à la radio. Mais on peut aussi utiliser des boîtiers un peu comme celui-là, qui ne servent pratiquement qu'à ça, qui se connectent avec port USB et qui communiquent donc avec la radio. La radio lui envoie les textes et eux, ils convertissent les textes en morse et ils vont manipuler la radio. Donc, il est connecté à la radio comme si c'était une pioche. Il va donc imiter la pioche, mais il est envoyé normalement avec son faille, avec le bon rythme, bon espacement, etc. Ça s'appelle WinKR. La plupart des programmes de log ou possèdent cette option-là. Après, il y a encore plus haut de gamme avec interface audio qui est, par exemple, micro-AM. Mais bon, une unité comme ça, c'est plutôt dans les 450. WinKR, ça, c'est une version un peu de luxe parce qu'il y a 3 boutons qu'on va programmer.
et avec un petit beeper qu'on entend. Il y a une version qui est appauvrie, on peut dire, qui est mini ou nano, qui est beaucoup plus petite que ça. Il n'y a pas de bouton pour qu'on peut programmer des macros. Mais par contre, je pense que ça coûte moins de 100 €. Et évidemment, on peut faire des solutions comme ça également avec Arduino programmé. Il y a des programmes et des schémas comment faire. Dans la pratique, comment je fais? Donc, j'ai un PC avec d'un côté, donc j'ai Sadbowski marqué affiché. J'ai un écran de mon poste qui est SDR, donc je vois tous les éléments directement sur l'écran. C'est le bouton qui existe, c'est on-off. Sinon, il y a prise micro, prise casque et prise manipulateur Morse. C'est tout. Donc, pour pouvoir utiliser cette radio-là, il faut le connecter à un ordi. Soit, enfin, actuellement, je suis en train de faire un contrôleur externe avec Arduino qui va avoir des boutons VFO à tourner et qui va imiter en fait la radio classique. Donc, WinKR ou autre interface comme ça n'est pas, dans mon cas, nécessaire. J'utilise, mais ce n'est pas nécessaire puisque avec macro sur l'ordinateur, je peux directement envoyer les commandes à la radio qui va transmettre le signal Morse directement. Donc, c'est optionnel. La clé optionnelle, si je veux envoyer quelque chose à la main, je peux toujours. Ça fonctionne en mode full automatique, en réception et en émission. Donc, en bas, il y a la fenêtre 1M1 de logare de concours, où on a programmé des macros. On verra plus tard, dans un instant, comment physiquement ça fonctionne dans la pratique. Donc, est-ce que ça marche vraiment? Je dirais oui. Bon, vous ne voyez pas tellement, mais aujourd'hui, j'ai 118 DXSC confirmés en Morse. Et ça, c'est quelques écrans de concours du type CQWW. En 2023, j'ai fait 678 QSO avec ça. Et à peu près la marge d'erreur que j'ai, c'est autour de 3-4%. Ça veut dire que soit ils ne m'ont pas bien compris, soit c'est moi qui n'ai pas bien compris. Sauf que dans concours, il y a deux façons de faire. Soit on lance CQ, ils répondent. Et dans ce cas-là, il faut être rapide pour comprendre et envoyer. Soit on les cherche. Donc on cherche ceux qui lancent CQ. Et l'avantage, c'est qu'on peut écouter plusieurs fois pour bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, on a beaucoup moins d'erreurs en fait, dans le log. Par contre, on va beaucoup moins vite, bien sûr, parce qu'on perd du temps à aller chercher et à comprendre pour être sûr vraiment si on a bien compris. Donc, oui, ça marche. J'ai pratiquement plusieurs milliers de QSO en CW. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre télégraphie avec ça? Je dirais oui et non. Parce qu'effectivement, ça permet de participer au concours, surtout à haute vitesse, voire très haute vitesse. Il y a 2 fois par semaine, il y a des concours CWT qui sont très rapides. Ça dure uniquement 1 heure, donc les gens ils sont vraiment super rapides. Et ils sont tous entre 30 et 40 minutes. À l'oreille, il faut quand même un peu d'année, je pense, un peu d'entraînement pour arriver à décoder les gens qui transmettent à 40 minutes. On commence, on est à 15, 20. Si on a 20, 25, c'est déjà bien, c'est la moyenne. Mais souvent, ce n'est pas suffisant pour le concours de vitesse. Donc, si c'est les QSO qui sont lentes, on entend les sons, donc ça rentre. Mais le problème avec ce système-là, c'est qu'on est trop focalisé sur le visuel et pas assez sur les sons. Donc, parce qu'on essaye, on a des yeux scotchés sur ce qui est décodé pour la loguer très vite et pas forcément ce qu'on a entendu. Par contre, une des premières choses qu'on apprend très vite, c'est son propre indicatif, à toute la vitesse. Parce qu'on envoie mon indicatif et il faut savoir est-ce qu'il a bien retourné ou pas. Parce que si le programme il le décode mal, je pense qu'il n'a pas bien envoyé. Je vais envoyer encore une fois, peut-être qu'il va au bout de 7 heures, il va s'énerver. Mais à l'oreille, je sais est-ce que c'est ça ou pas ça. Donc ça, c'est la première chose que j'ai appris, c'est mon indicatif pour savoir retour est-ce que c'est bien moi qui réponds. Évidemment, des choses un peu classiques qu'on apprend très vite, c'est tonalité, CQ, ça rentre très vite dans la tête. Mais quand on veut décoder l'indicatif avec des chiffres, des lettres, il faut un peu d'exercice.
Donc, conclusion, je pense qu'on ne pourra pas vraiment apprendre CWS sans passer par une méthode classique à l'oreille. Et donc ça, ce sera l'objet de la présentation le mois prochain par Patrick. Bon, les méthodes, il y en a plusieurs. Chacun peut-être défend la sienne. Il y en a des méthodes qui sont approuvées, donc je pense qu'il faut se décider laquelle on suit et rester constant. Donc ce qu'on a prévu, c'est une petite démonstration pratique, soit d'usage lors des concours, ou d'un QSO occasionnel, qui implique un MM, CW Skimmer, CW Type, MRP40 et WinKR, donc le boîtier que j'ai ici. Donc on va faire un petit QSO de démonstration entre Patrick et moi. Patrick, avec la... Bon, peut-être pas la pioche, mais avec la radio, écoute à l'oreille, et moi avec poste informatique. Maintenant, ça envoie. Ça s'écrit en bas. Voilà, donc, normalement, ça décolle ici. Voilà. L'inconvénient de CW Skimmer est que tu dois te positionner sur le signal. Si tu es un peu à gauche, un peu à droite, ça ne décolle plus. Parce que potentiellement, tu peux avoir plein de signaux et tu dois choisir en fait lesquels. Et il faut être quasiment pile poil pour que ça décolle. Tout à l'heure, tu n'avais pas dit qu'on pouvait décoder plein de signaux Oui. en même temps. Donc en fait, il décode plein de signaux, mais sauf que si par exemple il lance cette queue, tu verras X signaux avec indicatif en face de chaque. Mais il va décoder en bas uniquement celui qui est sélectionné. Après DJ, je crois qu'il décode physiquement les différentes lignes. Celui-là, il va choisir en fait lesquels tu vas écouter, et là il va. Enfin, moi, il faut DJ, si on a plusieurs en parallèle, j'ai déjà essayé, ça ne marche quand même pas très bien. Mais celui-là, normalement. Si tu filtres très bien, là ça marche super. Non, c'est une seule ligne et ça défile. Donc en fait, tu peux la rendre plus large et comme ça il va conserver plus longtemps. Mais dès que ça s'écale derrière, ça disparaît. Tu le retrouves dans le log de toute manière, mon fichier. Non. Ah, il n'enregistre pas. Il n'y a pas. Donc en fait, mais on peut élargir la fenêtre et dans ce cas-là, on aura la ligne plus longue. Mais dès que ça part au-delà de la fenêtre, ça disparaît. Ben, globalement, enfin, si j'ai entendu que Patrick lance ce secure, je log son indicatif et j'envoie mon indicatif. Ah oui, ça prend bien les chiffres abrégés. Oui, d'accord. 5 à 9.
Moi, je t'envoie l'échange. C'est 99,95. Moi, je sais que tu m'envoyais 59, ben, 99, pardon. Département de Val-d'Oise. Je clique et c'est login. C'est rapide. Si c'est moi qui lance Secure, je suis en live, donc c'est moi qui lance Secure. Voilà, bon, j'ai mis le message comme quoi j'ai pas mis que c'est Secure F, mais j'envoie Secure FHPX, FHPX. Et je passe juste ça. Donc, Patrick me répond J'ai simplement fait l'initiative. FDQH, donc moi je fais FDQH dans le log. Ah, non. FDQH. Et j'envoie échange. Voilà, et puis j'ai fait un. Donc j'envoie merci et mon indicatif fait l'attente suivant. Tu l'envoies comment le merci en Phalanx, merci en THX, Thank you. Thank you. TY, Thank you. TU. Ah, ok. Thank you. D'habitude, lui, il va décoder indicatif de toutes les stations qu'il transmet. Il capte l'indicatif, il l'affiche ici. Donc là, moi l'indicatif il s'affiche ici, mais bon, il y aura, si Patrick lance Secure, normalement, bon maintenant il est déjà un petit peu figé ici. Mais au bout de quelques minutes, il disparaît, et dans ce cas-là, ce sera l'indicatif de Patrick, et que je sais que Patrick, il a juste cette fréquence-là, et il lance Secure. Parce qu'il va 5 kg au-dessus, comme ça il va avoir une nouvelle ligne. Oui, t'as débloqué Comment ça? la fréquence. Tu peux monter par exemple 20 kg de plus. Oui, oui. Balance plus haut. Je suis mauvais sur 8 là. Ah, ouais, On va prendre que ça va être juste décalé. 20, 10, hop, C'est bon. c'est parfait. Voilà. Il est plus haut. La fréquence est changée. Voilà. Ah, ça y est. Il faut que je la pointe sur la ligne. Il est vraiment très sensible. Oui. La problématique avec. Donc, quand nous, on se positionne sur la même fréquence de la station. Et dans ce cas-là, on est pile poil. Mais bien souvent, dans le concours, on ne se met pas sur la fréquence. On se met un peu plus haut, un peu plus bas. Remarqué. Pour se faire remarquer. Parce qu'il y a forte chance qu'il y a quelqu'un d'autre qui se met sur la même fréquence. Et du coup, si on se met sur la même, Patrick va peut-être rien comprendre. Parce que s'il y a 3 stations qui émettent sur la même fréquence, exactement, ça devient une prothèse. Donc on n'arrive pas à distinguer. Donc il faut là toujours se décaler en haut ou en bas pour que la tonalité change. Soit plus grave, soit plus aiguë, mais comme ça l'oreille peut distinguer. Sauf que ici, c'est compliqué, c'est qu'il faudra cliquer sur la station qui est plus haut. Donc si on clique sur la station qui est plus haut, en fait la fréquence d'émission change aussi. Parce que lui, il se synchronise avec poste. Mais donc ce qui est compliqué, c'est qu'il faut ajuster. Et si on est par exemple dans un pays-là, il en fait up, donc ils peuvent être étalés sur quelques heures. C'est dans ce cas-là, il faut aller chercher chacun. Mais sauf qu'eux, ils écoutent sur ta fréquence d'émission. Donc il ne faut pas bouger ta fréquence d'émission. Donc moi j'ai un problème résolu, un métal, mais il a directement deux septembre. Donc moi j'ai un septembre de position fixe d'émission. Deuxième septembre, je varie et j'écoute déjà le septembre. Donc pour les concours en mode chasse des stations, ça marche pas vraiment. Comme je dis, lors du dernier concours à F, j'ai logué comme ça 400 stations, 150 pour les comptes de F5KS, 250 pour la mienne. Et je ne faisais que de chasser les stations qui appellent sécu. Si je vois mon indicatif actuellement à combien c'est 51, je le sens à 30 messages, je crois. Ah non, c'est
dit vraiment la vitesse. Tu as été à 35 là? Je suis à 37. Il a détecté à 36. Donc il est là que 36, voilà. Il y a un autre programme qui est capable de décoder et transmettre. Il n'a pas fait l'espace. Elle fait flèche. Non, mais lui, des fois, il. Il a fait un trou. C'est ça. Oui, oui. Non, mais ça c'est le problème. Le problème de ce truc-là. Chord word spacing. Non, il fait N2. USA. Il reste pas l'espace. Lui n'est pas super bon au niveau de l'espace. Et est-ce qu'il décode les abréviations, des choses comme ça? La parenthèse, par exemple. Si, quand même. Les guillemets. Non, c'est les guillemets que tu as envoyé. Guillemets, peut-être oui. Guillemets, non. Non, j'ai pas fait ça. On passe peut-être par un caractère, je ne sais pas. Ah, pardon. Ouais, là, ça passe. Et il y a un espace de Donc, ce programme-là, donc d'un côté des codes, et lui, en fait, il va détecter automatiquement où ça passe, il va se positionner automatiquement dans ce greffage de ces signaux-là. S'il y a plusieurs signaux, on peut dire go to max, il va choisir celui qui est le plus fort. Ah ouais. Et normalement, il le tient. Alors, les 9, il nous a fait en N. C'est le fait qu'on a un peu mis tout ça ensemble. Ça ne peut pas, c'est pas avec des antennes C'est pas des conditions. de vraies conditions. Fait que, il y a un rêve qui entre dans l'audio, etc. Donc c'est forcément, ça perturbe le décodage. Mais ça permet effectivement de voir ce qu'il décode et il t'appelle toute l'année. Là, évidemment, il faut savoir le taper vite sur le clavier. Si on voit rapidement, ou sinon, à 38, ça, c'est pas 15, Mais ça va. pourtant, on était marqué à 20. Pourquoi il n'était pas avant? Là, je le sais à 20. Je suis à 22. Je peux envoyer à 18. Là, on a l'impression que je vais mettre. On avait du même comment? Non, il y a le tour de Et un retour à chef. la chef qui fait qu'il ne décode pas exactement ce que je vois. Donc, dans les conditions où c'est vraiment, il y a la foule des stations, ça marche pas bien. Mais il est sur quelle largeur de courbe? 3 kilos? Moi, ça va être quelques kilos, enfin 2-3 kilos. Ah oui. Non, je pense que pour le paillage, ça gère pas. Mais si tu fais en cuisson occasionnelle avec quelqu'un où il n'y a personne d'autre, il y a juste la station-là, tu dialogues, ça marche. Je fais comme ça un QSO sur le bord des voiliers en Martinique avec une station à Porto Rico. Je voyais tout à fait comme ça. Après, il y a aussi des programmes type, par exemple, CW Get, Decode, SW, mais globalement, j'ai vu un site où on a fait une comparaison entre SW Get MRP 40 et SW Schema, et parfois un qui gagne, parfois l'autre qui gagne, donc ils sont à peu près au même niveau. Donc pour moi, personnellement, pour le confort, SW Schema, c'est le best. Pour occasionnel, je pense que celui-là, peut-être ça peut être mieux, mais sauf que lui, il a tendance un peu
collait ou décollait ou il ne colle pas bien dans la phase. Et bien sûr que le programme, ils ont le macro. Des transmetteurs, souvent je donne moi. J'ai une fonction un peu ici. Et là, du coup, je 12. Ça veut dire que je peux, quand on regarde déjà, par exemple, je sais pas, la météo c'est comme ça, c'est comme ça, je peux faire une séquence, souvent je fais par exemple, si je mets F2, et là, ailleurs, je vais mettre par exemple monter X, c'est ça, monter c'est ça. Et donc il suffit que juste je remplace ça par une capitalisation que j'ai demandée. Ça peut être F4 à C4. Et puis, avant de commencer ma phase, j'envoie d'abord F4 à C4 de FHPX. Après, je réplique mon TX c'est ça, mon M c'est ça. Et puis une autre truc comme ça, par exemple, ici pour la PSO, 73, on voit. Et dans ce cas-là, il suffit que je juste mettre une seule fois, et chaque fois quand je passe à l'audition, je commence par ça, et ensuite la phrase que je vais dire. Donc ça donne l'impression à l'explorateur que, comme on dit, j'installe, j'ajoute slice, ça slice, et du coup j'en ai deux. Merci. Parce que j'avais